Bienvenue pour cette énième rencontre de ce Salon du Livre, troisième jour du Salon du Livre 2024. Et aujourd'hui, on va parler des héros des vagues d'hier et d'aujourd'hui en compagnie de Tim McKenna et de Christophe Holozé. Donc voilà, on va parler de légendes du surf, de héros qui ont dompté toutes ces magnifiques vagues. Une partie des vagues d'ailleurs, la vague de Taupo déjà, elle est réunie dans un recueil qui est disponible au Vent des Îles. Donc je vais vous inviter à vous présenter déjà. Donc Tim McKenna, qui es-tu? Que fais-tu dans la vie? Donc, je suis photographe professionnel, mais assez spécialisé dans tout ce qui se passe sur l'océan, les vagues, la voile, tout ça, et passionné de surf. Et donc je photographie la vague de Taupo depuis la première compétition en 97 jusqu'à aujourd'hui. Donc ça fait plus de 35 ans que je photographie la vague. D'accord, merci Tim. Et Christophe, du coup, qui es-tu Christophe? Alors moi je suis le cousin de Ranui qui est passé tout à l'heure. D'accord, et donc descendant direct de Hariteme. Ouais, c'est une histoire de famille aujourd'hui. C'est une histoire de famille et donc nous apportons tous notre contribution au développement de notre pays. Mais il faut. Voilà. Et moi c'est pour le surf. Voilà. Et du coup pour le surf, qu'est-ce que tu représentes à l'échelle du surf? Alors nous sommes à l'origine de toute la nouvelle ère du surf depuis ces 30 dernières années. Okay. Parce qu'avant ça, ça n'existait pas. Bien sûr. Rien n'était structuré, il n'y avait pas de vision de développement et nous sommes venus avec nos associations pour professionnaliser tout ça. Professionnaliser tout ça, canaliser un peu nos jeunes. Donc les premiers sont sortis, Hira Terinatofa sont nos enfants. Les Manuel Drolet, les Raymond Van Bastolet, donc tout cela c'est des générations qui ont démarré l'histoire du surf ici en Polynésie. Et qui continuent de l'entretenir, puisque ils ont leur fonction aussi au sein de l'histoire du surf. Chacun a sa part, a son travail au niveau du surf. Chacun a son domaine. Moi, mon domaine est complètement différent. C'est plus dans le développement du surf en créant des événements qui pourraient faire promouvoir l'activité ici en Polynésie. Et donc c'est ce qui s'est passé. On s'est spécialisé dans des compétitions de surf lorsqu'on faisait des échanges avec les pays du Pacifique, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, Hawaï, le Japon, même la France qui venait à nos compétitions. Et à ces moments-là, on a commencé à rencontrer des personnalités du surf, notamment des patrons de boîtes comme Quicksilver, Australie, Rip Curl, North America, des personnes avec qui on a surfé, on a partagé, on a bouffé, et on est devenus des très bons copains. Et donc tout doucement, on a commencé à faire nos compétitions sur Papara. Papara était le centre du surf de cette période-là. Et donc en 1995, j'avais loué le Computer Scoring System, la gestion de la compétition par informatique. C'était la première fois en Polynésie et ça n'existait pas encore dans la WSL de l'époque, donc ASP. Et donc on était les premiers à faire une compétition de surf open avec le système informatisé. Et la personne qui a créé ce logiciel-là, c'est un très bon ami à moi, un surfeur, Malcolm Gregson. Et on a partagé des vagues aussi, on a bouffé aussi. Et donc, c'est lui qui a créé cette application qui est utilisée jusqu'à aujourd'hui dans la WSL. Et bon, ça s'est amélioré. Donc, c'est lui qui a développé ça. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à parler de faire des compétitions pro. Et rentrer dans le circuit professionnel, c'est pas n'importe qui peut rentrer comme ça dans le circuit professionnel. Il faut être crédible. Et donc c'est tous nos événements que nous avons fait sur Papara qui a permis de crédibiliser notre équipe, d'où un rapport de l'ASP, donc de ce monsieur-là,
un super rapport qui nous a permis donc d'ouvrir des portes de discussion avec l'ASP. Et il fallait choisir la période, le niveau de la compétition, rentrer entre des grandes marques qui sont cotées en bourse. Hein, et nous, tout petits, on arrive à se placer avec quelques appuis d'autres amis dans... C'était quoi du coup les leviers? Parce que comme tu dis, c'était des grosses boîtes, quoi. Comment vous c'est tout une... Non, avant les grosses boîtes, c'était d'abord de rentrer dans le circuit. Bah, c'est ça. C'est ça la difficulté, de rentrer dans le circuit. Et donc, il fallait se faire sa place, il fallait être crédible, il fallait avoir un niveau qui permettait aux compétiteurs de venir. Hein. Et du coup, j'ai réussi à avoir ma place. Et on a tapé sur un grade 4 étoiles du circuit ASP. Le grade 4 étoiles, c'est avant le 5, donc c'est un des plus gros niveaux. Dont le prize money total était de $80 000. Voilà. Et donc, il fallait les trouver, les $80 000. Donc, ça faisait beaucoup de ventes de plats. Non, il y avait quand même il y a eu quand même pas mal de partenaires locaux qui ont joué le jeu. Hein. Donc je peux les citer, je les ai tous en tête. Donc en premier, l'OPT. Hein, l'OPT qui m'a bien soutenu, M. Jeffrey Salmon. Il y avait le ministre des Sports de l'époque, M. Buyard, M. Michel Buyard, qui a fait une subvention. Il y avait le directeur général du GIE Tourisme, Nelson Lévy, qui a bien compris l'intérêt de promouvoir des événements chez nous, donc ça faisait venir du monde, donc ça participait au développement. Il y avait des femmes perlières qui ont participé, parce que c'était le début de la perle. Le GIE Tourisme, le GIE Perle de Tahiti, avec Martin Queroli. Pour les avions, c'était M. Jacques Briquet avec la compagnie AOM. Et voilà. Et donc tout le monde a joué le jeu. Hein. Et après, il fallait voir du côté de Teopo. Hein, il fallait ouvrir des portes à Teopo. Mais je vais quand même dire, avant ça, cette compétition, elle était prévue sur Papara. Mais entre-temps, moi qui surfais déjà sur Teopo, je rencontre Gilles Lucot, notre Gilou national, qui m'a montré une vidéo de Tom Carroll. Tom Carroll qui a surfé Teopo en 96. Et dans lequel il disait, cette vague est faite que pour les experts. That vague is made for all experts only. C'est là que ça a basculé. Parce que tous les gens qui allaient venir, c'était que des experts. Donc, tout a basculé à ce moment-là. Donc, direction Teopo, je vois ma tante qui était maire de Teopo, Madame Marcel Olosé. Donc, je lui explique un peu le projet, la vision. Elle avait trouvé ça intéressant. Donc, on a réuni le conseil municipal de Tayarapu, donc avec M. Roger Doum et les 30 conseillers de la commune à qui j'ai développé le projet et qui ont accepté de soutenir le projet. Parce que tu ne peux pas venir dans une commune, t'installer, te servir, parce qu'il y a toutes les normes de sécurité, d'encadrement et d'accueil et tout ça. Voilà. Et donc, le conseil municipal a validé la chose. Entre-temps, les sponsors ont bouclé le budget, ça a permis de boucler le budget et ça a démarré. Et donc est arrivé la première année, sortie de nulle part, 189 compétiteurs à cette compétition. Voilà. Ce n'était pas 24 compétiteurs comme pour les JO. Hein. C'était 189 compétiteurs qui ont débarqué et qui ont découvert Teopo. Alors du coup, il fallait les loger.
les nourrir, les transporter. C'est toute une logistique. C'est toute la logistique derrière. Et nous avons réuni la population qui ont tous accepté de faire du logement chez l'habitant. Et on a visité donc tous les logements pour loger donc tout ce monde-là. Était venu donc dans l'organisation toute la partie média, parce que ça c'était le premier objectif que je voulais vraiment assurer, c'était assurer la partie média, voilà, l'ouverture médiatique. Et donc je me suis adressé à un ami que j'ai connu au championnat du monde à Lacanau en 1992, monsieur Jean-Christophe Cléné, hein, donc on se connaît bien, et qui avait, lui, assuré la communication sur les championnats du monde de surf de Lacanau. Voilà. Donc il me fallait quelqu'un comme ça qui était en contact avec les bons photographes pour justement promouvoir l'événement. Voilà. Et c'est comme ça que tout le monde est arrivé sur Turbo. On a fait la compétition, voilà, la graine a été plantée. Mais du coup, c'est à ce moment-là que toi, tu es arrivé dans l'équation, avec les photographes, j'imagine. En fait, je connaissais Jean-Christophe Cléné parce que à l'époque, j'habitais à Bordeaux et lui était à Bordeaux aussi. Et, il m'a parlé du projet de faire cette compétition et il se trouvait que j'avais moi-même commencé à organiser un trip pour un sponsor avec lequel je travaillais beaucoup pour amener 3-4 surfeurs à Tahiti, à Tiopo aussi. Donc du coup, ça tombait bien. Je me suis dit, il n'y a pas de souci, je serai sur place, je peux faire mon reportage et couvrir la compétition. Et donc c'est ce qui s'est passé. Donc effectivement, j'étais logé chez l'habitant et c'était génial. Est-ce que tu avais conscience du poids de ce qui allait se passer là, du moment historique que tu étais en train de photographier, au final d'immortaliser ? Oui, mais quelque part, j'ai vu pour la première fois la vague et j'étais très impressionné, mais pendant la compétition même, on n'a pas eu des super conditions cette année. Okay. Et donc du coup, ça a un peu retardé l'élan de tout le monde, parce que on n'a pas eu l'effet waouh. Bien sûr. On a eu tout de suite après, les années d'après, où voilà, en plus il y a eu un gag avec le bateau Hermitique, il y a eu un Toelo, le vent a tourné un jour, le catamaran s'est retrouvé brossé sur le récif, donc ça fait. Pour la couverture médiatique, c'est pas mal en vrai. Exactement. Donc c'était la promo que la vague attendait. Voilà. Alors c'était que lorsque moi j'ai rencontré donc le patron du tour ce jour-là, qui était Peter Whittaker, qui me fait, on se reconnaît, il me fait. Ah, Christophe, no problem, big promotion. Faut toujours avoir le positif, j'ai envie de dire, c'est important. Non, mais c'est l'histoire, hein. Bien sûr, maintenant ça fait partie de l'histoire, mais à ce moment-là, ça devait être... Non, lui, Peter Whittaker était le manager, le directeur-manager de l'ASP. Donc c'est avec lui que j'ai travaillé, c'est pas le même Whittaker. Du coup, comment ça a enchaîné après cette histoire de bateau échoué? Comment vous avez rebondi au final sur cette couverture pour faire la promo de l'événement lui-même au final? Tout s'est enchaîné, on ne connaissait rien du tout à l'organisation, tout a été... obligé d'apprendre sur le tas quoi. Tout le monde a appris sur le tas, donc tant bien que mal, la compétition s'est terminée dans des très mauvaises conditions. On a utilisé des petits bateaux pour amener les juges. Donc finalement ils ont réussi à déterminer le premier champion, hein, qui était donc Andy Irons. Andy Irons, le premier qui a mis son nom sur Tiopo. Et quel nom d'ailleurs? Et quel nom? Il s'était blessé d'ailleurs, il s'était blessé sur une vague. Mais bon, c'était surtout l'année d'après qu'il y a eu des grosses conditions, et c'est l'année d'après où justement ils se sont rendus compte que c'était plus possible de juger depuis les bateaux. Il fallait trouver une solution pour mettre les juges sur un échafaudage dans le lagon. Et c'est à partir de cette année-là qu'ils ont commencé à réfléchir. Ouais. Depuis qu'il y a ces PAPA. C'est qu'une succession de PAPA et ça continue en plus avec l'histoire de la tour là. C'est pas fini en plus.
C'est pas fini tous ces problèmes. Et du coup, cette compétition qui a commencé et qui a commencé à braquer les projecteurs sur Taupo, ça a aussi commencé à donner des rêves aux Polynésiens, aux jeunes Polynésiens qui pratiquaient le surf par passion et qui ont commencé à avoir une ouverture vers quelque chose de professionnel, pouvoir penser à une carrière. Comment ça s'est exprimé de votre côté quand la jeunesse polynésienne a commencé à surgir pour aller à la conquête de cette vague? Moi, je veux féliciter le travail de Tim et de tous les journalistes, tous les photographes qui étaient là, qui ont pris les photos, qui ont mis les projecteurs sur la vague. Qui ont mis les projecteurs sur la vague. Et c'est ça qui a attiré tout le monde. Voilà. Au début, c'était quand même très dur pour les locaux, parce que Chopo, c'est une vague assez dangereuse qui casse les planches. Et en fait, il y avait très peu de surfeurs locaux qui avaient des sponsors, enfin assez de sponsors pour avoir 5, 6, 7, 8 planches. Donc en fait, même quand la vague commençait à être connue, ils ne descendaient pas trop à Chopo parce que c'était risqué, ils avaient peur de casser leurs planches. Et donc franchement, l'engouement pour aller surfer Chopo est arrivé beaucoup plus tard, quand les surfeurs tahitiens ont commencé à avoir des vrais sponsors et qu'ils ont pu vraiment avoir les quivers adaptés pour pouvoir aller vraiment surfer la vague. Mais il y a eu toute une période au début, une dizaine d'années, où c'était vraiment une vague encore un peu réservée pour les étrangers, pour les Hawaïens, les Australiens, des surfeurs qui avaient un meilleur niveau, qui avaient des moyens. Et il n'y avait que, on va dire, 3-4 surfeurs tahitiens qui allaient s'y frotter. Peut-être pour les qui a ouvert la porte au final? Qui a tout changé pour ces petits Polynésiens? Qui a commencé à braquer les sponsors vers le surf tahitien? Les premiers sponsorisés, c'est Malik Joyeux, Manoa Drolé, Remana Van Bastoler, VTA David. C'est vrai que VTA, quelque part, c'était le premier qui a été qualifié sur le Tour WSL et ALSP à l'époque, et le premier surfeur pro vraiment tahitien. Il y avait Arsène aussi qui a fait beaucoup de compétitions. Mais voilà, c'est tout ce petit groupe-là qui a vraiment entraîné les jeunes. Mais je dirais que c'est vraiment qu'à partir de Michel Bourrez que ça a vraiment fonctionné. Enfin, il y a eu toute une période où c'est vraiment très compliqué pour les Tahitiens de vivre du surf. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, ça fait partie du... en vrai, le surf a toujours fait partie du quotidien du Polynésien, mais c'est vrai que maintenant, ils peuvent aspirer de plus en plus. En plus, maintenant, on a un champion olympique, mine de rien, en la personne de Kaoli Vast. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Oui. Fabuleux. Est-ce que vous qui suivez la scène du surf et qui voyez l'évolution des jeunes surfeurs au fur et à mesure de leur avancée, est-ce que ça laissait présager que Kaoli puisse avoir ses chances aux Jeux Olympiques? Évidemment. Moi, il a eu beaucoup de chance quand même. Kaoli a eu beaucoup de chance parce qu'il a quand même perdu au premier tour. Bien sûr. Il a perdu quand même au premier tour. Et psychologiquement, c'était au summum. Il fallait vraiment maintenir le cap. Oui, parce que c'est les JO. Bien sûr. C'est pas rien. La pression était énorme. C'est les JO. Et donc, il y a eu une personne à côté de Kaoli qui a réussi à bien lui parler, un bon coach qui s'appelle Hira Terina Tofa. On y revient. Qui a été officiellement élu coach de l'équipe de France, qui était là à ce moment-là. Voilà. Parce qu'après, ça a changé. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, c'est pas grave. Donc, tout ça, c'est une sacrée émulation pour tous nos surfeurs, nos jeunes. Moi, je continue toujours à surfer. Papara, c'est bandé de petits jeunes de 7 à 10 ans qui sont là, mais dont les parents suivent. Les parents sont derrière maintenant. En fait, le développement du surf, c'est même dans l'éducation. Parce qu'aujourd'hui, on est la seule école à Papara où encore on peut aller avec des planches de surf, qui étaient complètement interdites à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, le surf, ça fait partie des activités. Et il y a eu le centre sportif de surf, d'où la fédération y est. Donc tout ça, c'est les retombées. Et au niveau compétiteur, aujourd'hui, on a Tia Zebrowski, qui est une petite haïtienne, qui est aujourd'hui en tête. Notre Vaini Fierro national, qui est aujourd'hui
dans le top. Et ça fait que présager un bon avenir pour le surf. Bien sûr. Et fatalement, tu en parlais tout à l'heure du fait qu'on remercie un petit peu tous les photographes et les journalistes qui ont braqué un petit peu les yeux sur Teahupo'o. Tim en fait partie. Tim, ça fait 30 ans, tu me disais que tu étais là depuis 97 toi aussi. Incontournable Tim McKenna, c'est fatal quand tu regardes, quand tu penses à Teahupo'o, son nom vient parmi les noms qui la font vivre, la font vibrer. Et du coup, pendant les JO, au Vent des Îles, on a sorti cette sélection de tes photographies autour de Teahupo'o. Comment est né ce livre? Quels ont été les... Est-ce que ça a été compliqué de faire une sélection de ces photos? Est-ce que en fait, ça t'a pris du temps? En fait, j'ai sorti un premier livre il y a une quinzaine d'années avec Au Vent des Îles qui a très bien marché. Et après une dizaine d'années, j'avais toujours en tête de refaire une deuxième version parce que j'avais eu tellement de belles sessions depuis les... Entre-temps, il y avait eu beaucoup de... Et du coup, quand on a appris qu'il allait avoir les JO, je me suis dit, bon, c'est peut-être l'occasion de faire une synthèse des deux livres, enfin du premier livre, de toutes mes photos, de ressortir un livre à cette occasion, parce qu'en fait, depuis quelques années, je vois énormément de touristes louer les taxi-boats à Teahupo'o et venir voir la vague. Mais des fois, ils y vont et il y a à peine 1 mètre, il pleut, les conditions sont pas géniales. Et donc je me dis, c'est dommage quand même, ils repartent chez eux avec leurs photos prises sur leur téléphone. Et pour moi, c'est quand même pas ça, Teahupo'o. Donc je me suis dit, voilà, si on peut faire un produit qu'ils peuvent ramener chez eux et au moins montrer à leurs amis là où ils sont allés, et puis montrer surtout ce que peut faire la vague, quoi. C'est-à-dire avoir plein de facettes, en fait. Bien sûr. Et fatalement, on parle de la vague et fatalement aussi des surfeurs qui font aussi vivre cette vague. Je vois qu'il y a toute une partie, j'ai vu qu'il y avait une partie sur la génération Z, il y a aussi une partie sur les hommages par rapport aux surfeurs qui sont partis un peu trop tôt peut-être. Je vois qu'il y a tout ça. Et avec qui, comment s'est passée la réalisation de tout ça, la condensée de toutes ces données? En fait, oui, très tôt, j'ai décidé des chapitres, donc pour essayer de... Ah, t'avais déjà j'ai commencé la construction du film, du livre avec des chapitres bien spécifiques. Et donc c'est grâce à ces chapitres que j'ai pu orienter ma sélection de photos pour que chaque chapitre soit cohérent et au final que toutes mes meilleures photos rentrent dans ces chapitres-là. Et donc du coup, c'est vrai que j'ai voulu avoir un petit chapitre hommage aussi aux surfeurs ou même aux caméramans qui étaient vraiment, qui venaient souvent, qui étaient passionnés par la vague. Voilà, c'était un petit clin d'œil, un petit hommage pour eux, quoi. J'ai vu aussi qu'il y avait des clichés très impressionnants. Il y a eu le tournage de Point Break qui a eu entre-temps il y a quelques années. Il y a eu aussi le petit record de motocross qui allait sur la mer, ou le surfeur qui s'est enflammé avant d'aller surfer sur la vague. Du coup. Oui, ça c'était des choses que les gens ont peut-être vues ou aperçues ou pas du tout. Et je trouvais que c'était intéressant de les remettre dans un chapitre, de montrer que voilà, c'était pas qu'une vague que pour la compétition ou pour le free surf. Il y avait aussi ces projets un peu fous que Hollywood venait à Tahiti pour filmer la vague de Teahupo'o avec des films ou des projets comme la moto. Donc pour montrer qu'en fait Teahupo'o est devenu vraiment quelque chose de central dans le monde de l'image au niveau du surf et des vagues. Bien sûr, c'est devenu incontournable de toute façon. Alors du coup, je laisse un petit peu de temps pour l'interaction avec le public. Est-ce qu'il y a des petites questions? Est-ce que quelqu'un aimerait interroger Christophe ou Tim, ou les deux d'ailleurs? Moi, c'est une question. Lorsqu'on a fait le lancement du livre, on a Ali Oé Tefafana qui est venu. Et d'abord, je le remercie parce qu'il a été d'une grande sincérité. Et vous parliez tout à l'heure de ces jeunes Tahitiens qui ont commencé. Lui, il a commencé, il a été en junior et il nous expliquait que pendant 10 ans, mais c'était pas du tout la vie rêvée des surfeurs californiens, des Beach Boys. Donc peut-être, ou Christophe, parce que tu as peut-être connu cette époque où
tu pouvais être bon surfeur, mais pour autant, tu pouvais pas gagner ta vie, quoi. Donc, c'est tout des gens qui ont un peu essuyé les plâtres pour la suite. Enfin, j'imagine, peut-être que ma vision est fausse. Et en fait, c'est Hira Telinatova qui a vraiment commencé à tirer le chariot du surf, hein, parce que il a galéré, il a fait bien des bons résultats. Il a permis aux médias de se focaliser sur Tahiti, sur nos surfeurs. Tu vois. Donc c'est bien Hira Telinatova qui a commencé, mais sa vie c'était pas aussi simple que ça. Hein. Je me rappelle des fois, il fallait qu'il aille travailler pour se payer ses compétitions, ses déplacements, son matériel, et ses parents, les hébergements, la restauration, l'entrée en compétition, les déplacements et tout ça. Donc il y a eu des soutiens, hein, mais ça l'a bien forgé. Bien forgé à tel point que il est devenu ce qu'il est aujourd'hui, qu'on connaît. Hein, c'est un travail énorme qu'il a produit pour le surf. Un travail énorme. C'est vrai que c'est compliqué, même avec tous les moyens. Je sais qu'à une période, je travaillais pour le sponsor de Hira. J'ai réussi à le faire sponsoriser et pendant 3 ans, il avait un super contrat. Il avait même un entraîneur qui le suivait partout sur toutes les compétitions. Donc vraiment, une marque lui a donné vraiment tous les moyens. Malheureusement, il n'a pas réussi à se qualifier. Même un surfeur de très haut niveau avec les moyens. Aujourd'hui, le surf de compétition, c'est très dur. Et il faut sortir du lot. Donc depuis, il a gagné 2 championnats du monde amateurs. Donc ça a relancé sa carrière. Mais au niveau professionnel, il n'y a pas eu beaucoup, à part Michel Bourrez. Et maintenant, la nouvelle génération avec Kaoli Vainé, il est tout jeune. C'était très compliqué de devenir surfeur professionnel de compétition. Après, il y a eu quelques surfeurs de free surf, donc eux, comme Raymana Banbastoler au Manoa, où ils étaient payés pas forcément pour faire des compétitions, c'était juste pour engranger des belles images, faire des photos, des vidéos, pour que les sponsors puissent avoir du contenu pour médiatiser. C'est quelque chose qui est intéressant, cette double utilisation de la vague. Tu as les compétitions qui sont hyper médiatisées et qui réunissent plein de monde. Et en parallèle, il y a ce que tu appelles le free surf, qui est donc de ces gens qui viennent, c'est tous ces chargeurs qui débarquent quand on annonce une grosse houle, qui viennent avec des photographes et des sponsors. Ça les fait vivre effectivement. Et d'ailleurs, c'est presque... c'est à un même niveau de... Aujourd'hui, les jeunes Tahitiens peuvent se concentrer que sur le free surf, comme Mataï Drolé, et je pense qu'il en vit assez bien, ou aller dans la compétition. Et c'est presque plus facile pour un Tahitien de se concentrer sur le free surf. Il faut être un peu plus créatif que de se lancer dans les compétitions, parce que là, effectivement, c'est aller à l'étranger, voyager, et souvent, on perd en première série, donc c'est démotivant. C'est quand même très compliqué de rester motivé à faire des compétitions en longueur d'année, alors que c'est plus facile d'attendre les bonnes sessions à Teopo et faire des images, comme le fait aujourd'hui, il y a Emeo Zermac, il y a Mataï Drolé, il y en a 3-4 qui vivent de la photo de surf, on va dire, enfin du surf, juste à surfer de Chopo de temps en temps. Oui, alors moi par rapport à la vague est vraiment la ressource de la presqu'île de Tahiti. C'est un puits de pétrole en termes économiques. Hein. Donc tous les objectifs économiques, sociaux, culturels et sportifs ont été atteints. Lorsque j'avais monté mon dossier en 1996, j'avais fait comprendre l'intérêt, les perspectives dans tous ces domaines-là. Et tout a été atteint. Jusqu'à aujourd'hui, au plus haut niveau, je ne pense pas qu'il y aurait un autre pays dans le Pacifique qui va avoir le même label olympique que nous. Il n'y en aura pas.
Voilà. Donc, je pense que c'est cette vague qui a permis tout ça. Voilà. Nous, on ne sommes que les... Après, ça ne veut pas dire que le gouvernement est derrière et tout. Je suis encore allé à Chopo la semaine dernière. Il n'y a pas de bouée pour que les surfeurs accrochent leur bateau pour aller surfer. Et ça, c'est à n'importe quelle passe. C'est vrai qu'il y a des choses qui pourraient... Il y a beaucoup de choses à améliorer. Ouais. À améliorer, tu vois, qu'il y ait au surtout, moins une bouée pour... surtout qu'il va y avoir un après-JO. En plus, mine de rien, ça a encore une fois braqué les projecteurs sur Teahupo'o. Il y aura... pour moi, l'après-JO, il va être fabuleux. C'est ça. Et du coup, les aménagements, il faudra que ça suive. C'est une nouvelle étape parce qu'on est comme à l'époque de la ruée vers l'or, hein, où ça a démarré pendant une période de 30 ans. Et après, le pays a décollé. Voilà, nous, on a passé les 30 années. Maintenant, c'est la suite qui va être intéressante. Qui va être très intéressant. Non, c'est une autre dimension. Déjà, il faut régler les PAPA avec la tour. Là. La tour, c'est bon, elle est démontée, elle est dans un container, il n'y a plus de PAPA. C'est vrai, c'est vrai. Oh, ça va râler à chaque fois qu'elle va être remontée et redémontée. Peut-être qu'un jour, on n'a plus besoin de juge sur place. Hein. Peut-être, ouais. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a des moyens aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions? On a encore un petit peu de temps. Sinon, on peut clôturer là-dessus. Je vous rappelle d'ailleurs que le livre Teahupo'o, Le miracle au bout de la route, est disponible au Vent des Îles. Donc n'hésitez pas à aller prendre votre exemplaire. Une très belle œuvre avec des très belles photographies et aussi pas mal d'archives sur l'histoire du surf. J'aimerais qu'on applaudisse du coup Tim et Christophe. Merci pour ce que vous avez fait pour Teahupo'o et pour la Polynésie. Merci pour ce que vous avez fait pour la jeunesse des surfeurs d'ici. Et en vous souhaitant un bon salon du livre à eux et à vous aussi. Merci. Et de bonnes sessions de surf, en évitant de bouffer, comme tu disais. L'autre mousse aussi, elle est pas mal. Hein. Ah, de temps en temps, on surfait la mousse, de temps en temps.